Alors moi, je vais terminer cette présentation, j'espère qu'on m'entend, voilà, par une vision un peu gestion des risques de fausses routes. Donc en quelques mots, moi je suis médecin gériatre à la Starac. La Starac, c'est la structure régionale d'appui à la qualité et la sécurité des soins d'Île-de-France. Donc une structure régionale d'appui comme l'Omédit, qui est pour le médicament et le dispositif médicaux. Nous, c'est la qualité et la sécurité des soins. On a été créé en 2016 et on est une structure qui est indépendante de l'ARS, portée juridiquement par une association, mais on a des financements ARS qui font que l'action qu'on a aujourd'hui, puis les autres actions, n'ont pas de coût pour vous. Nous avons un champ d'action qui est dans les 3 secteurs de la santé, établissements de santé, structures et services médico-sociaux et soins primaires d'Île-de-France, avec notre mission réglementaire qui est d'appuyer les professionnels à la déclaration et l'analyse des événements indésirables graves et les accompagner aussi dans des projets qualité-gestion des risques, dont les troubles de la déglutition actuellement. On travaille actuellement aussi sur les chutes. On a travaillé sur les fausses routes l'année dernière, la maltraitance. Enfin, la gestion des risques, c'est quand même très, très large. Donc, moi, j'ai voulu construire cette formation cette partie en 2 parties. Une première qui est sur l'identification des risques en lien avec les troubles de la déglutition. Donc, on ne va pas reprendre les bonnes pratiques, mais je vais plutôt mettre l'accent sur les éléments qui peuvent présenter un certain risque, une certaine fragilité. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on analyse une fausse route qui a entraîné généralement un décès, enfin en tout cas une conséquence grave, qui correspond à la définition d'un événement indésirable grave. Alors, si on reprend, une des premières choses, c'est le repérage et l'identification du trouble de la déglutition. Donc, généralement, il y a 3 moments où ça peut se faire, soit des temps identifiés qui sont l'entrée, le retour d'hospitalisation, des épisodes aigus. Là, ça ne présente pas tant de risques que ça, puisque généralement, on a des professionnels identifiés, ça peut être le médecin, l'orthophoniste ou un professionnel externe, on a des procédures internes, donc il faut effectivement diffuser, mais c'est quelque chose qui est assez standardisé. Durant le séjour, là, c'est plus compliqué parce qu'à chaque signe évocateur ou signe moins classique, il va falloir que le professionnel qui constate ce signe-là l'identifie et alerte, le transmette. Et puis, petite séance également qui peut être un peu du rattrapage quand on se pose un petit peu pour discuter en réunion d'équipe ou lors des projets personnalisés du résident. On peut parfois faire remonter des informations ou dire, bah, tiens, on en est à la 3e pneumopathie ou on a une fébricule traînante et ça peut être lié éventuellement à un trouble de la déglutition qui entraînerait des pneumopathies ou des syndromes inflammatoires à bas bruit. Et en fait, le risque, on voit bien, il est surtout dans la période qui est durant le séjour, puisque ça nécessite une formation des professionnels. Et actuellement, on est confronté à un turnover très important des professionnels qui ne connaissent pas forcément les résidents et leurs particularités. Et puis, autre signe d'alerte qui là concerne plutôt, je dirais, le milieu du handicap. On a une évolution de la population qui est accueillie, avec en particularité une population une population vieillissante qui présente de nouveaux risques qui étaient des risques qui n'étaient pas connus ou des équipes qui ne sont pas habituées à ce type de risque. Et donc, moi, j'ai accompagné plusieurs événements graves liés à des évolutions de population et des équipes qui n'étaient pas préparées à ce type de pathologie. L'autre point important, c'est la communication. Et alors, la communication, quand on se rend compte à qui est-ce qu'il faut communiquer quand il y a un trouble de la déglutition et qu'il y a des préconisations, ou en tout cas des recommandations particulières. Donc, bien sûr, en premier, le résident. Alors, on va appeler la personne, comme ça, on colle avec le nouveau référentiel HAS. Mais bien sûr, ses proches et puis toutes les visites qui, avec une bonne volonté certaine, peuvent amener un éclair au chocolat ou quelque chose pour faire plaisir aux résidents. Donc, il va falloir alerter ces personnes-là. Bien sûr, les infirmiers, les professionnels de proximité, donc aides-soignants, AMP, éducateurs spécialisés. Les professionnels également hors soins, l'animation, parce qu'il y a les gâteaux d'anniversaire, le personnel éducatif qui peut éventuellement participer au goûter, le personnel paramédical, kiné, ergo, psychomote, orthophoniste, d'autres professionnels bénévoles. Ça peut être la secrétaire qui va vouloir donner un chocolat à Noël. Bien sûr, le médecin coordonnateur qui va avoir un rôle central dans l'organisation de cette prise en charge, lien avec les médecins traitants, les médecins prescripteurs, les pharmaciens. L'encadrement au sens large, infirmière coordinatrice, carte de santé, responsable hôtelier, gouvernante. Enfin, après, ça peut avoir des terminologies un petit peu différentes. Et bien sûr, le service de restauration, cuisine et service. Donc déjà, un des risques, c'est quand on voit la multitude de personnes qui doivent être informées qu'il existe un trouble de la déglutition. Pour pouvoir informer, on va utiliser différents supports. Alors, je crois que
voilà, j'avais mis des trucs, différents supports. Donc, ça va être bien sûr le dossier du résident, ça peut être des icônes, ça peut être, ça va figurer dans le dossier des liaisons d'urgence parce qu'il faut le transmettre aux autres professionnels qui vont accueillir le résident lorsqu'il y aura besoin. Le logiciel de restauration ou les documents de communication que vous avez qui peuvent être encore papier avec le service de restauration, toutes sortes de listes que vous allez pouvoir afficher, les trombinoscopes, les plans de table, et puis différents supports voilà, qui peuvent identifier, tout en respectant le secret médical, le fait qu'il y a une texture modifiée. Alors, on parle de texture modifiée, mais ça peut être aussi pour des régimes, quand il en existe, et puis surtout des allergies, quand il y en existe encore, mais bon, c'est quand même beaucoup plus anecdotique. Donc, ça peut être des sets de table de couleurs, des étiquettes nominatives sur les tables avec des codes par texture, des magnettes, des fiches qui suis-je. Enfin, bon, là, vous êtes très, très inventif dans le médico-social pour trouver des supports. La difficulté, c'est la multitude justement de ces supports et surtout leur mise à jour parce qu'il va y avoir des nouveaux résidents, il va y avoir ça peut encore arriver, hein, des troubles de la déglutition qui vont être transitoires lorsque c'est en lien avec un épisode aigu. Donc, il va falloir que cette information, elle passe et il va falloir mettre tout ça à jour. C'est important aussi que l'information, elle soit disponible au plus près de l'utilisation. Par exemple, si vous mettez, je ne sais pas moi, l'information dans un classeur dans la salle de restaurant ou dans la salle à manger d'étage, ce n'est pas quelque chose qui va être forcément accessible par l'aide-soignante qui va servir de son bac gastro les différentes textures et différents menus. C'est aussi important d'avoir une information qui le soit pour tous les temps de repas parce que donc c'est assez codifié pour le petit déjeuner, pour les repas principaux, mais le goûter qui va être donné là où se trouve le résident, parfois à l'animation, parfois dans le jardin, parfois à l'étage, parfois dans sa chambre, effectivement, on n'a pas forcément l'information qui suit jusqu'à ce moment-là. Donc, le risque, il n'est pas pour les professionnels qui connaissent très bien les résidents, il va être vraiment pour les vacataires, pour le personnel, même parfois titulaire, mais qui n'est pas habitué à cet étage ou qui va travailler avec un résident auprès d'un résident qui ne connaît pas bien. Donc, il faut vraiment évaluer ce risque. Et puis, bien sûr, respecter le secret médical. Alors, Céline vous en a parlé, on fait des formations dans le cadre pour le handicap et aussi pour les EHPAD qu'on intitule médicaments et troubles de la déglutition, où on demande aux équipes de travailler ensuite entre la partie théorique et la partie retour d'expérience sur des supports. Donc là, je vous mets certains supports qui ont été proposés. Donc il y a l'Ordre de Malte qui fait des fiches qui suivent justement, qui sont attachées au fauteuil roulant du résident, avec derrière les particularités aussi de manipulation du fauteuil roulant. Il y a des petits icônes couleurs qui permettent d'alerter, en tout cas, le niveau d'aide ou s'il y a des troubles de la déglutition. Il y a aussi une équipe qui avait travaillé sur des pictogrammes, donc là, qui marquait les différentes textures, s'il fallait rajouter beaucoup de sautes, etc. Donc, c'est un programme qui est reconduit pour le handicap en 2023. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous ai mis le QR code. Les inscriptions sont en cours. Ensuite, il y a la prise en charge. Alors là, j'ai pris quelques points qui me paraissaient clés. Les textures, donc on a les textures solides, liquides, mais surtout on a les spécificités qui peuvent être identifiées pour la personne, donc il va être important de communiquer. Le personnel de restauration qui doit être formé et le matériel qui doit être adapté et aussi fonctionnel, parce que parfois, tout matériel, on n'a pas 50 mixeurs et donc quoi faire quand ce mixeur tombe en panne. Pour les liquides, l'eau gazeuse, alors on a de plus en plus de fontaines à eau gazeuse, mais ce qu'on rencontre aussi, c'est que généralement, à la fin de la bonbonne, de la cartouche, ça peut arriver qu'on n'en ait pas en stock et puis on se retrouve finalement où on n'a plus d'eau gazeuse. Et pour les bouteilles, il vaut mieux effectivement des petits contenants, puisqu'après, les gros contenants, ils sont très pétillants au début, mais plus à la fin. Pour l'épaississant, il faut un personnel qui va être formé à son utilisation pour le produit qui est référencé chez vous. Et puis surtout, il faut avoir un produit à disposition. Et j'ai eu des cas où il y avait des ruptures de produits parce que c'était tel professionnel qui le commandait. Ce professionnel était en vacances. Il n'y a pas eu d'alerte en disant que c'était la dernière boîte. Et puis paf, on se retrouve sans épaississant. L'équilibre nutritionnel, donc on en a parlé quand même pas mal pendant la présentation précédente, donc un apport qui doit être équivalent pour l'ensemble des textures, et puis une formation du personnel avec une validation des menus par la diététicienne ou par le médecin, donc pour l'ensemble des différents temps de repas.
L'identitovigilance, donc elle est importante pour les médicaments, elle est aussi importante pour les textures modifiées. Donc, c'est donner la bonne texture à la bonne personne. Donc, avec toutes les modalités d'information voilà, qu'on a vues avant, qui doivent être accessibles au bon moment dans l'ensemble des lieux où une alimentation est servie à cette personne. Le positionnement, donc on a vu qu'il y avait des spécificités qui pouvaient être propres à la personne. Et c'est important aussi quand on a un positionnement qui est identifié, qu'il le soit pour tous les temps de repas. Parce que parfois, on a des positionnements qui sont identifiés au fauteuil quand le résident est dans son fauteuil. Mais le matin, s'il prend son petit déjeuner au lit, on est sur un positionnement qui est différent. Donc voilà, il faut identifier vraiment la prise en charge dans sa globalité. Et puis le matériel d'aide à la prise alimentaire, donc communication sur les spécificités qui sont propres à la personne. Alors ça, on le voit surtout, je vois dans le milieu du handicap, où vous avez parfois, pour maintenir le maximum d'autonomie et limiter le risque, vous avez des organisations qui sont très précises sur l'assiette doit être posée à tel endroit, c'est tel type d'assiette avec tel couvert à tel endroit, etc. Le type de verre, voilà. Et donc, il y a certaines équipes qui vont jusqu'à prendre des photos de la place de la personne pour bien spécifier où doit se positionner l'ensemble des objets. Et puis bien sûr, la disponibilité du matériel qui doit être aussi pour tous les temps de repas. La prise médicamenteuse, mais ça, je ne reviendrai pas, ça vient d'être abordé longuement. Alors, la culture sécurité, ça c'est petit rappel sur la déclaration des événements indésirables. Donc c'est important, je pense que ça peut être important et très profitable de déclarer des événements indésirables en lien avec les troubles de la déglutition, parce que ça va pouvoir identifier des risques potentiels dans un parcours. On a vu que c'est quelque chose qui est complexe, avec une communication qui est complexe, avec des intervenants qui sont multiples, et donc du coup des risques qui sont multiples. Rendre visible des dysfonctionnements, sécuriser les soins et les pratiques professionnelles, bien sûr sécuriser la prise en charge de la personne et protéger aussi les professionnels impliqués. On sait qu'une erreur non analysée est une erreur qui risque de se reproduire. Donc l'erreur, elle va être multiple, c'est-à-dire qu'on a, il manque une photo sur le trombinoscope, ça peut avoir des conséquences graves, mais on n'a pas servi la bonne texture, ou on n'a pas communiqué à l'animatrice le fait qu'il y avait une texture modifiée et elle a servi une part de gâteau normale. Enfin, il peut y avoir plein de choses qui peuvent être déclarées. Moi, ce que j'avais souvent, et ce que j'incitais les aides-soignantes à déclarer, c'est parfois on avait des mixés qui étaient extrêmement denses, qui n'avaient plus rien d'un mixé. Et donc, je disais, faut faire une déclaration d'événements indésirables. Et elle me disait, mais non, mais c'est pas grave, je vais rajouter de la sauce, je vais mélanger, etc. Oui, mais le fait de déclarer, ça permet pas d'aller taper sur les doigts du cuisinier, ça n'a aucun intérêt, c'est pas du tout le but de la déclaration, mais peut-être d'aller voir est-ce que c'est le cuisinier habituel qui était là ce jour-là, est-ce que ce cuisinier était formé, est-ce qu'il avait bien le matériel pour travailler, voilà, etc. Et essayer de voir quelles sont les causes qui ont pu produire ce dysfonctionnement. Et puis, c'est aussi, lorsque c'est des événements graves, c'est aussi une obligation légale. Et puis, plus récemment, dans le nouveau référentiel qualité de la HAS, la déclaration des événements indésirables, c'est 3 critères impératifs. Donc, c'est quelque chose qui est à mettre en place, pas que dans le cadre des troubles de la déglutition, ni dans le circuit du médicament. Alors voilà, donc on est assez régulièrement sollicité pour accompagner les équipes dans des événements indésirables graves en lien avec une fausse route. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant, donc, parce que généralement c'est une fausse route qui a entraîné le décès d'un résident. Et donc on arrive sur les établissements pour aider une équipe à comprendre ce qui s'est passé et à mettre en place des actions. Et c'est vrai que souvent c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour les équipes et bien sûr pour le résident et sa famille. Alors, juste petit rappel sur un événement indésirable grave. C'est un événement qui est inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne, qui a pour conséquence le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou déficit fonctionnel permanent. Généralement, on est plutôt dans le cadre du décès, éventuellement mise en jeu du pronostic vital si on arrive à récupérer la fausse route et que la personne est hospitalisée. On va être plutôt dans ce cadre-là. Et on est bien là dans le cadre d'actions de prévention. Voilà, donc on rentre bien dans la définition d'un événement indésirable grave. Ça se déclare sur le portail national de signalement. Je vous ai mis le lien. Et une fois que vous faites cette déclaration, elle se fait en 2 temps. La première partie, elle doit être adressée sans délai, c'est-à-dire dans les 24-48 heures, parce qu'il faut quand même le temps de comprendre ce qui s'est passé. La déclaration initiale, elle n'est pas très compliquée. On va vous demander ce qui s'est passé, les circonstances, les premières mesures que vous avez prises, l'information du résident et ou de ses proches, qui est une obligation réglementaire.
Donc la première partie n'est pas compliquée. Ce qui est plus compliqué à mettre en place, à faire, et c'est là où généralement la Starac intervient, c'est l'analyse de cet événement qui doit être ressaisi dans le portail national de signalement dans les 3 mois qui suivent la déclaration initiale. Donc cette analyse, elle doit comprendre le descriptif et la gestion de l'événement, mais surtout l'analyse approfondie des causes et le plan d'action qui va correspondre aux différents écarts qui ont été identifiés. Cette analyse, c'est une analyse qui est collective. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire le directeur, le médecin, éventuellement le cuisinier ou l'IDEC dans le bureau. C'est vraiment plus on aura de professionnels présents, plus on aura une analyse qui sera constructive et qui sera pertinente. On est forcément dans du rétrospectif, l'événement s'est produit, et on est dans une analyse systémique puisqu'on vous propose une grille qui va permettre cette analyse systémique. Ce n'est jamais une recherche de responsabilité individuelle ou de coupable. Cette analyse, elle correspond finalement à 4 questions. On va déjà reconstituer la chronologie de l'événement. On va se poser la question, que s'est-il passé? Donc, à quelle heure, à quel temps de repas cela correspond? Est-ce que le résident comment était le résident avant? Est-ce qu'il était somnolent? Est-ce qu'il a changé son traitement? Enfin, voilà. Et puis, on va reprendre la chronologie de façon factuelle et très précise sur quand c'est arrivé, où est-ce que c'est arrivé, qui était concerné, qui était présent. On va ensuite identifier les écarts de soins. C'est finalement les causes immédiates, c'est ce qui vous vient le plus vite à l'esprit. Et puis, le plus compliqué, c'est l'analyse des facteurs contributifs des causes profondes, puisqu'on sait que généralement, il n'y a pas qu'une cause immédiate, mais il va y avoir plein de raisons qui font que cet événement est arrivé. Et puis ensuite, proposer un plan d'action pour éviter que cela se reproduise. Alors, cette analyse, elle se base sur la grille alarme, c'est celle qui est demandée sur le portail national de signalement. C'est cette catégorie, on va partir du résident et ensuite on va avoir une vision de plus en plus large. Donc, pourquoi c'est arrivé à ce résident? Sur la tâche à accomplir, donc ça va être généralement l'administration ou la distribution du repas, ou la prise alimentaire. Les facteurs liés au contexte individuel, c'est-à-dire les personnes qui étaient présentes au moment de l'événement, les facteurs liés à l'équipe, les facteurs liés à l'environnement de travail, l'organisation, le management et éventuellement le contexte institutionnel. À chaque critère, c'est ce qui est marqué en gras à côté, on vous propose des items que vous allez sélectionner ou pas, qui vont être ou pas en rapport avec votre situation. Alors, je vous ai donné des pistes, puisqu'on ne part pas d'un cas réel, mais plutôt des pistes de réflexion. Donc, effectivement, dans les antécédents, on va chercher si le résident avait déjà fait une fausse route. Et c'est vrai qu'on retrouve dans les précédents EIG que j'ai analysés, parfois il y avait, quand on reprend les transmissions, on retrouve des fausses routes qui finalement n'avaient pas été suffisamment alertantes, mais qui se sont produits plusieurs mois, plusieurs années avant l'événement. Est-ce qu'il y avait aussi des antécédents d'AVC où on peut se dire qu'il y avait une pathologie, une déglutition un peu fragile, même s'il n'y avait pas de séquelles identifiées? L'état de santé du résident. Pourquoi c'est arrivé à ce résident? Est-ce qu'il avait des facteurs de risque particuliers? Est-ce qu'il avait des troubles du comportement alimentaire? C'est des choses qu'on voit assez régulièrement dans des fausses routes, des sortes de comportements de gloutonnerie où ils vont se gaver. Et moi, j'ai eu une résidente qui est décédée avec des tripes, avec un trouble du comportement alimentaire. Est-ce que si le risque existait, est-ce que ce risque il était identifié? Est-ce qu'on avait une adaptation de la prise en charge? Les traitements, quels étaient les traitements de ce résident? Est-ce qu'il avait des traitements sédatifs? Est-ce qu'il avait des traitements neuroleptiques? Est-ce qu'il avait des traitements qui pouvaient assécher aussi? Il y a plein de choses. Bon, personnalité, facteurs sociaux familiaux, relations conflictuelles, vraiment, c'est des choses qui sont moins fréquemment identifiées dans ce type de IG. Ensuite, sur la tâche à accomplir, on va s'intéresser au protocole. Est-ce que vous aviez un protocole sur la prise en charge des troubles de la déglutition, sur la conduite à tenir en cas d'une fausse route, puisqu'il y a effectivement la fausse route, mais il y a aussi la gestion de cette urgence. Donc, est-ce que vous avez des protocoles? Est-ce que ces protocoles étaient diffusés, actualisés, accessibles? On a vu que les recommandations évoluaient assez rapidement, donc c'est des protocoles qu'il faut actualiser régulièrement. Sur la planification des tâches, est-ce que l'évaluation de ces troubles de la déglutition était planifiée? Est-ce qu'il y a eu des glissements de tâches, des interruptions de tâches au moment du service qui ont fait que le soignant n'a pas forcément servi la bonne texture? Les aides à la décision, les recommandations, donc est-ce qu'il y a eu un respect des bonnes pratiques? Est-ce que la personne avait les moyens pour servir la bonne texture, l'identitovigilance?
les résultats d'examen qui peuvent être non disponibles ou non pertinents, comme les bilans orthophoniques, quand on a des difficultés à obtenir un bilan orthophonique. Sur le personnel qui était présent, est-ce que c'était un personnel qui était diplômé? Est-ce que c'était un personnel qui était ancien, on va dire, avec une expérience professionnelle? Est-ce qu'il connaissait le résident? Est-ce qu'il connaissait les procédures? Est-ce qu'il a été formé à la prise en charge des troubles de la déglutition? Est-ce qu'il a été formé aux gestes d'urgence? Il peut y avoir aussi des facteurs de stress physique ou psychologique dans une prise de poste, dans la gestion d'une urgence. Quand on a très peu de situations d'urgence à gérer, on peut perdre ses moyens quand une situation arrive. Sur le fonctionnement lié à l'équipe, c'est tout ce qui est communication. Et là, on a vu que la communication était un élément central dans la prise en charge des troubles de la déglutition. Et donc, on peut avoir effectivement beaucoup d'items qui peuvent être retenus sur les modalités de communication, sur l'adaptation de la prise en charge, sur la communication vers le résident et son entourage. Est-ce qu'il y avait une communication qui était effective, tracée, adaptée? Quels sont les supports utilisés? Est-ce qu'ils sont mis à jour? Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'ils sont disponibles? Sur les transmissions, est-ce qu'il y avait des transmissions ou des alertes? Est-ce que si ces transmissions et ces alertes existent, est-ce qu'elles ont été prises en compte? Tout ce qui est encadrement, supervision, donc c'est l'importance de la coordination dans la prise en charge des troubles de la déglutition, puisqu'on a vu qu'il y avait de multiples acteurs, donc à un moment, il faut coordonner tout ça. Bon, la demande de soutien face au comportement, généralement, ça arrive un petit peu moins fréquemment. L'environnement de travail, alors là, c'est un petit peu fourre-tout, mais bon, c'est l'effectif. Donc, est-ce qu'on était un effectif adapté en nombre et en compétences le jour de l'événement ou est-ce qu'il y avait des postes clés vacants? Actuellement, on en a quand même beaucoup. En termes de fourniture et d'équipement, est-ce qu'on avait on va dire des équipements adaptés ou inadaptés ou défectueux pour la confection des textures, pour l'aide à l'alimentation, pour l'identification des textures, pour le matériel pour la prise en charge de la fausse route, ou par exemple l'aspirateur trachéal ou autre. Les locaux, alors, petite alerte sur les locaux, parce que moi j'ai eu plusieurs événements, beaucoup c'est un peu exagéré, mais j'ai eu plusieurs événements qui se sont produits dans des locaux qui étaient un petit peu différents que ceux habituellement, ou alors avec des modifications d'organisation, en particulier lors d'événements festifs, où finalement, tous les jours, on a une organisation qui est bien huilée, et puis là, on bouge les tables, on bouge les plans de table parce qu'il faut laisser la place à tel spectacle, et finalement, les bonnes pratiques ou on va dire les garde-fous qu'on avait mis en place, ils sautent parce que finalement, on n'est plus dans l'organisation habituelle. Bon, l'informatique, la charge de travail, le temps de travail, est-ce que c'est une charge de travail habituelle, adaptée ou pas? Les retards et les délais dans l'identification des troubles et leur prise en charge, la prise en charge de la fausse route, voilà, parce on peut avoir des retards. Une des dernières fausses routes que j'ai eues, c'est un résident qui a été retrouvé décédé dans sa chambre. Donc là, on n'a pas eu l'identification de la fausse route. Le 6e, ensuite, c'est tout ce qui est organisation et management, donc c'est la gestion des ressources humaines. Donc là, on a une vision maintenant plus générale. Autant on se posait la question sur le personnel présent était-il formé? Là, on est de façon plus générale et on va se dire, est-ce qu'il existait un plan de formation? Et dans ce plan de formation, est-ce qu'il y avait bien la prise en charge des troubles de la déglutition, la prise en charge de l'urgence? Vous voyez, on a une vision un peu plus générale. C'est là aussi qu'il y a la gestion de la sous-traitance, dont la sous-traitance avec la restauration. Donc, quand il y a des écarts éventuels, c'est là que ça se met. La politique d'achat, donc ça peut être éventuellement pour le matériel, pour la prise en charge des troubles de la déglutition, aussi bien au niveau restauration qu'au niveau soins. Et puis, le management de la qualité, c'est la déclaration des événements indésirables. Donc, vous voyez, on part du résident et on va essayer de retrouver tous les facteurs qui étaient en lien. Et puis après, cette vision un peu plus générale. Et donc, on a généralement pas mal de choses, on retrouve souvent pas mal de choses lorsqu'on analyse cette situation. Et c'est important d'avoir cette vision très générale de l'événement parce que on va pouvoir mettre des actions en lien avec les écarts qui ont été constatés. Et si on se dit juste, c'est le résident qui a fait une fausse route, et voilà, et on ne fait rien derrière, on se rend compte que ça risque de se reproduire pour d'autres résidents. Alors, c'est suffisamment fréquent, les fausses routes, pour que l'ARS nous ait apporté un financement il y a maintenant 2 ans pour élaborer un guide beaucoup plus détaillé que ce que je vous ai préparé en quelques diapos sur l'analyse d'un événement indésirable grave. Donc, je vous ai mis le lien vers les outils de la SARA. Donc, c'est des outils qui sont accessibles. Et puis, vous avez aussi, pour le médico-social, un guide d'événements indésirables en lien avec un événement indésirable grave. Et puis, sous l'égide de la FORAP, vous avez celui qui est en lien avec événement indésirable grave, en lien avec un suicide. Et là, on est en train de finaliser celui avec une chute grave.
Voilà, donc on vous propose, c'est le but aussi des structures régionales d'appui, de vous proposer des outils pour vous accompagner dans l'analyse des événements. Et moi, j'ai fini. Voilà, bien, merci Isabelle pour cette présentation très complète. Donc, l'analyse d'un événement indésirable grave, c'est vraiment très, très, très important parce qu'au niveau de la fausse route, qu'est-ce qu'il y a comme culpabilité au niveau du soignant ou de la personne qui était là pour accompagner au moment du repas. Et quand la fausse route se passe pas trop mal, ça va encore, mais quand elle est suivie d'un décès, c'est dramatique. Et c'est très, très important d'analyser ces événements indésirables graves pour dire que les causes sont multiples. Oui. Et ça permet une cohésion d'équipe. Au lieu d'avoir une équipe qui se déchire parce qu'il y a eu un événement indésirable, c'est la faute de l'autre. Là, on se met autour d'une table, on parle, on évolue et on embarque aussi la direction parce que il faut absolument que au niveau administratif, la direction, et je parle même au niveau de l'ARS, qu'on sache que ces troubles de la déglutition, ça peut engendrer évidemment ça peut être dramatique, ça peut être le reflux alimentaire, ça peut être des bronchopneumopathies à répétition, ça peut être des fausses routes cataclysmiques et inhalation cataclysmique. Et c'est vraiment très très important qu'il y ait une prise de conscience vraiment générale au sein de l'établissement, au sein des structures, au sein des groupes, au sein des institutions. Parce que là, je vois par exemple comment faire quand il y en a 15 résidents et je suis toute seule pour donner à manger. Voilà, oui, il faut des moyens, il faut qu'on en parle. Et on espère que ce webinaire vous aura plu. Il sera en replay. Vous aurez, et puis on va vous communiquer aussi les documents. Voilà, j'ai envoyé le diaporama. Le replay, on va le découper pour que ce soit plus accessible pour les professionnels qui ont un temps quand même restreint. Donc, il sera prochainement disponible. Je vous enverrai un mail vous informant de sa disponibilité sur le site de la Starax. J'ai vu juste passer une question. Voilà. Est-ce qu'on va déclarer un EIG qui a pour conséquence une pneumopathie d'inhalation? Alors, tout dépend de la gravité de la pneumopathie. Pas forcément. Je pense que vous pouvez l'analyser. Voilà, vous pouvez déjà l'analyser en interne. Par contre, si cette pneumopathie entraîne les secours ou l'hospitalisation, ça peut relever d'un événement indésirable. Mais ce qui est intéressant pour l'avoir vécu, moi, il y a des années, la démarche de la Starax d'analyse des EIGS, on va le faire pour un événement indésirable grave avec la Starax. Et puis après, cette méthodologie, on l'a dans la structure. Et pour tout événement indésirable, on va essayer de copier une pneumopathie d'inhalation. On va copier cette méthodologie pour systématiquement, on cherche les causes principales, les causes profondes. Et vraiment, c'est une cohésion d'équipe. Quand on dit qu'on a du mal à garder nos soignants, c'est normal, quand vous êtes soignant pas formé et que la personne décède parce qu'il y a une fausse route, elle n'a plus envie de soigner. Et tandis que si on travaille vraiment avec cette cohésion d'équipe, cette analyse, ça, je le répète, ça renforce les équipes. Oui. Et surtout, même s'il y a une erreur qui est identifiée parce que le soignant ou la serveuse s'est trompé dans la texture, c'est une erreur, c'est pas volontaire. Il faut travailler avec cette personne. Moi, les analyses les plus productives, c'était vraiment celles où j'avais le soignant qui était présent. Alors, c'est difficile pour lui, c'est difficile pour l'équipe, mais souvent, à la fin de cette analyse, le soignant va mieux parce qu'il comprend qu'il n'est qu'un maillon de la chaîne. L'équipe comprend que c'était qu'un maillon de la chaîne et qu'il y a eu toute une conséquence de dysfonctionnement qui ont fait qu'on est arrivé à cette situation. Et encore bien trop souvent, le soignant ou le professionnel responsable a été mis à pied et avant qu'il y ait eu une analyse et qu'on ait pu identifier l'ensemble des facteurs. Voilà. Alors, vous avez été très, très nombreux à suivre ce webinaire. On vous remercie. Il y en a quelques-uns qui quittent, c'est normal, parce que c'est la fin du webinaire. Oui, il a été long. Voilà. On remercie vraiment tous les intervenants. Je sais que Jean-Luc a eu beaucoup de succès. C'était le seul homme, c'est peut-être pour ça. Donc, on remercie tous. Virginie, merci. Merci à vous. Merci pour tes compétences. Céline aussi. Et puis, bien sûr, Isabelle. Et puis, j'ai oublié personne. Non, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.